FM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, plaidoyer pour la santé, auto-guérison et choix thérapeutique avec Alain Rousseau. Alain Rousseau a été thérapeute, enseignant et consultant durant plus de 40 ans. Il a longtemps collaboré avec le professeur Marc Chessot pour classer, positionner, unifier les connaissances empiriques des médecines traditionnelles. Il est le fondateur de l'Institut Alain Rousseau et initiateur de la Fédération nationale d'hygiène et de médecines alternatives naturelles. Il a contribué à imposer la naturopathie dans le paysage médical français et demeure un fervent défenseur de la santé par la nature. Vous l'aurez compris, on va parler de santé ce soir. Alain Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur l'antenne d'IDFM. 10 années se sont écoulées depuis votre arrêt professionnel volontaire. Vous avez exercé la profession de naturopathe avec enthousiasme et satisfaction. Et ce n'est pas par lassitude que vous avez arrêté vos activités. Vous avez simplement estimé que le temps était venu de vivre pour vous-même. Et comment ça s'est passé après? Est-ce que ça a été difficile d'arrêter? Écoutez, ça a été, je dirais, un grand plaisir d'arrêter. J'ai plongé dans l'inconnu puisque ma vie professionnelle était très active sur la consultation que lors de conférences, l'enseignement de la naturopathie. Et quand je me suis arrêté, c'est suite à un petit accident de mon épouse qui s'est fracturé une cheville. Et je me suis dit que quelque part, c'était un signe et nous avions beaucoup donné. Et on a pensé qu'il était sage de s'arrêter. Alors évidemment, tout le monde m'a dit, mais vous ne pourrez jamais vous arrêter, c'est impossible, vous êtes trop actif, vous allez vous ennuyer lors de la retraite. Et en réalité, c'est tout le contraire. J'ai apprécié avec énormément de douceur et de simplicité la vie à ne rien faire. Rien faire, c'est un grand mot quand même, parce que je suis très actif, mais je me suis intéressé à ce qui se passait autour de la maison. Et puis, je suis comment dire, un observateur de la nature, et la nature me parle. Et quand je suis dans la nature, c'est un enchantement pour moi. J'ai des tas d'informations qui m'arrivent, j'ai des informations de toute nature, j'ai l'impression que les plantes me parlent. Je ne suis pas prétentieux, mais j'ai l'impression que quelque chose, ce repos, cette connexion avec la nature m'a apporté beaucoup de réflexion par l'intermédiaire de la méditation. Et c'est 10 ans plus tard que j'ai décidé d'écrire un petit peu toutes ces pensées, synthétiser toute ma vie professionnelle, mes pensées qui avaient animé mes cours de naturopathie. Et ça fait un livre qui s'appelle Plaidoyer pour la santé. Donc, ça fait 10 ans, si j'ai bien compris, peut-être même un peu plus, que Oui. vous vous êtes arrêté. Oui, ça fait 10 ans que j'ai arrêté, mais vraiment totalement, puisque je vous ai dit que je m'étais retirée sur une île pour ne plus avoir la pression de cette société qui va mal, qui est compliquée, qui est contradictoire. Et je me suis dit que j'avais besoin de vraiment m'isoler. Ce que j'ai fait. Donc, en ce moment, vous êtes en France, mais d'habitude, vous êtes aux Seychelles, c'est ça? C'est exact, oui. Je ne le dis pas parce que ça fait des envieux ou des jaloux, mais Comment je vous ça? assure que quand on dit vivre au paradis, c'est presque cela. Évidemment, on est privé de moyens de communication, on est privé de spectacles, de théâtre. Mais écoutez, pour moi, ce n'est pas un souci puisque je vis dans la nature et la nature me parle. Et voilà, je sais pourquoi un oiseau est sur une branche, je sais pourquoi il chante, je sais pourquoi un poisson est à tel endroit dans l'eau. Autrement dit, je ne m'ennuie jamais, j'ai toujours un sujet pour réfléchir. Bon, ça a l'air d'être le paradis. Et comment ça se passe au niveau du Covid là-bas? Est-ce que c'est moins Bah, perturbant écoutez, qu'ailleurs? je vais vous donner quelque chose qui est surprenant, mais lors de la pandémie qui a commencé il y a plus d'un an maintenant, l'an dernier au printemps, aux Seychelles, il n'y avait rien, rien, sauf les quelques cas qui sont apparus parce que certains touristes ou certains locaux qui revenaient de pays étrangers ont amené l'épidémie. Sauf qu'il n'y a pas eu d'épidémie parce qu'ils ont confiné systématiquement à l'aéroport, puisqu'on n'arrive que par avion là-bas. On les a confinés à l'aéroport, ce qui fait qu'il n'y a eu aucune épidémie. Ils ont été vaccinés à partir de janvier de cette année, et à partir de janvier de cette année, il y a eu les premiers cas de Covid. Autrement dit, la maladie est arrivée uniquement chez les vaccinés. Bon, on va pas C'est s'étendre là-dessus incroyable. parce que sinon la mission passera pas, mais on a tout à fait compris ce que vous voulez dire. Je suis d'accord avec vous. Alors, le concept actuel de la maladie, tous les dictionnaires définissent la maladie comme l'altération de la santé des êtres vivants, végétaux ou animaux. Mais au fil des années et surtout lors du XXe siècle,
la maladie a été assimilée à un état, une entité que l'on peut encore traduire par affection ou mal. Ainsi, on ne soigne plus le malade pour qu'il retrouve la santé. Désormais, on soigne le malade pour retrouver la santé. La maladie est devenue la chose qu'il faut combattre ou éviter. On oublie qu'il s'agit d'un être qui souffre en exprimant son mal-être par des manifestations douloureuses, pénibles, handicapantes physiquement ou psychologiquement. Qu'est-ce que c'est que la maladie en vérité ? La maladie, écoutez, il y a deux types de maladies. La première maladie, celle qui correspond à une réaction positive de l'organisme, à savoir que pour que nous soyons des êtres en bonne santé, capables de vivre notre longévité dans les meilleures conditions possibles, nous avons un système d'autodéfense qui nous est individuel, qui est personnel, qui est donné à la naissance, qui est une centrale de gestion qu'on appelle le cerveau hypothalamique, c'est-à-dire un cerveau végétatif qui nous fait vivre depuis des milliers d'années, des millions d'années. Et ce système-là est un système qui nous autoprotège dès que nos conditions internes ne sont plus favorables. Nos conditions internes, ce sont en fait les fameux liquides qui sont dans le corps, qui sont la lymphe, le sang, les sérums. Ça représente tout de même 80% de notre poids de corps. Et à l'intérieur de ce milieu liquidien, il y a des cellules. Et ces cellules ont des besoins. Ces besoins sont des besoins nutritifs, mais aussi des besoins d'assainissement. C'est-à-dire que toute cellule qui fonctionne rejette des déchets. Ces déchets doivent être éliminés au fur et à mesure. Et nous avons pour cela un système qui est programmé pour que, quand nos cellules ont besoin de quelque chose, il y a un appel qui s'appelle la faim, la demande. Et quand les déchets sont là, nous avons 4 systèmes d'épuration qui permettent ces déchets de s'éliminer. Si cet équilibre entre les éléments nutritifs et les éléments de déchets sont perturbés, ce qu'on appelle l'homéostasie est perturbée, le corps réagit spontanément pour éliminer les molécules en excédent ou peut-être les cellules mortes qui n'ont pas été éliminées au fur et à mesure. C'est un état de crise qui est déclenché par le corps, c'est voulu par l'organisme, c'est en dehors de notre volonté. Évidemment, ça ne nous satisfait pas lorsque nous tombons malades, comme nous disons. En réalité, c'est une maladie d'assainissement. Si c'est une maladie d'assainissement, on ne peut pas l'appeler maladie, puisqu'elle débouche naturellement sur un retour de la santé, un retour de l'équilibre homéostasique qu'on appelle la santé. Ça, c'est la première maladie qu'il faut bien considérer. La deuxième, maintenant, est une maladie qui est le handicap que nous allons vivre parce que nos fonctions, nos organes ont été altérés et ne peuvent plus donner 100% de leur fonctionnalité. Ce qui fait que nous vivons avec des handicaps. Ça, c'est la vraie maladie, celle qu'il faut traiter par compensation, par aide, par apport de l'extérieur. Et en réalité, le monde est bien partagé sur le plan médical. Il y a une médecine, entre guillemets, qui s'intéresse aux premières maladies qui sont auto-guérisseuses, ce sont les médecines vitalistes, et une autre forme de thérapie qu'on appelle la médecine allopathique qui s'intéresse des handicaps qu'ont laissé les organes en souffrance et dont il est utile de compenser la fonctionnalité. Et la médecine moderne confond les deux, c'est-à-dire qu'elle soigne la maladie autoguérisseuse avec des médicaments, comme elle soigne les vraies maladies invalidantes avec des médicaments. Sauf qu'on sait qu'un médicament ne fait pas de santé. Un médicament supprime les symptômes, allège les handicaps, mais ne guérit pas. Et c'est pour ça qu'il faut que nous fassions une distinction entre soigner la maladie, qui est invalidante, qui est un handicap, qui réduit notre longévité, et laisser les maladies s'exprimer naturellement, celles qui nous redonnent naturellement la santé. Cette situation a totalement été occultée par la médecine allopathique qui prend tout en charge de la même façon. Donc, retenons qu'il y a 2 types de maladies, celles qui sont déclenchées par le corps et qui nous permettent de retrouver la santé, et celles qui sont des maladies qui ont besoin d'une aide extérieure par une médecine qui peut complémenter, qui peut soulager, qui peut aider, qui peut remplacer éventuellement. Alors, la maladie que l'on soigne et que l'on guérit ne guérit pas le malade, puisqu'on la soigne et on ne la guérit pas. Alors, donnez-nous des exemples de ces maladies qui sont faites par le corps pour éliminer les déchets. Eh bien, écoutez, toutes les maladies infantiles sont des maladies qui rétablissent l'homéostasie, c'est-à-dire qui rétablissent l'équilibre de l'organisme pour une meilleure fonctionnalité. Seulement, cette notion-là est totalement masquée par l'idée que nous avons que chaque maladie infantile est liée à une infection microbienne. Et cette infection microbienne est donc liée à une maladie, un élément qui vient de l'extérieur, le microbe, que ce soit une bactérie ou un virus, et on dit, voilà, vous avez
été infecté par une bactérie, un virus, et vous êtes malade. En réalité, ce n'est pas tout à fait cela. La crise d'élimination ne correspond pas à l'éradication du microbe, elle correspond à une crise d'assainissement et en même temps à la destruction du microbe in situ, c'est-à-dire dans l'organisme. Ce n'est pas l'organisme qui crée la maladie, c'est le corps qui crée sa propre maladie en éliminant ses déchets. Et si on regarde bien, les déchets du corps, ces résidus organiques qui ont été accumulés au fil des mois, voire des semaines, voire des mois, voire des années parfois, se retrouvent toujours au niveau de ce qu'on appelle des muqueuses extérieures. Les muqueuses respiratoires, les muqueuses digestives, les muqueuses cutanées. Et on se rend compte que toutes les maladies infantiles sont toujours au niveau de la peau ou des voies respiratoires ou des voies intestinales. Ça s'appelle la rougeole, ça s'appelle les broncholites, les bronchiolites, ça s'appelle les diarrhées, etc., ou les gastro-entérites. Et c'est toujours au niveau de ces organes de l'élimination que les germes pathogènes arrivent. Mais on sait très bien qu'en biologie, pour favoriser la présence d'un micro-organisme, bactérie ou virus, il faut un milieu favorable. Autrement dit, il faut un contexte dans lequel le micro-organisme puisse se nourrir. Évidemment, ces micro-organismes se nourrissent des déchets, c'est leur rôle sur la planète. Le rôle des micro-organismes, c'est de détruire la matière organisée. Lorsque chaque être meurt, sa matière est désorganisée pour pouvoir être recyclée rapidement par une autre forme de vie. C'est le rôle des micro-organismes. Quand ces micro-organismes arrivent au niveau de nos muqueuses, c'est parce qu'ils ont trouvé là une table d'hôte, comme je dis, qui permet de se nourrir. Mais ces microbes sont à l'extérieur du corps. Au niveau des voies respiratoires, c'est l'extérieur. Au niveau digestif, c'est l'extérieur. Au niveau cutané, évidemment, c'est l'extérieur. Mais ces bactéries ne rentrent pas à l'intérieur. Si elles rentrent à l'intérieur, c'est parce qu'on laisse la quantité de déchets s'accumuler dans l'organisme. Et à un moment donné, le risque, et c'est le risque de toute maladie infectieuse, c'est que le germe pénètre l'organisme. Dans ce cas-là, ça peut être grave, car il va trouver à l'intérieur du corps de quoi se nourrir. Alors que dans la première situation, le microbe se nourrit à l'extérieur du corps, parce que les voies respiratoires, c'est l'extérieur, la peau, c'est l'extérieur, l'intestin, c'est l'extérieur. C'est un tube, en fait, que nous avons de la bouche à l'anus, mais ça ne pénètre pas dans le corps. Évidemment, pour nous, on a l'impression que c'est l'intérieur du corps. En réalité, c'est l'extérieur. Ce sont les muqueuses qu'on appelle. Et les bactéries se développent toujours à ce niveau-là. Si on laisse l'organisme faire son travail d'épuration naturelle, je vous l'ai dit, c'est une programmation que nous avons. Ce n'est pas nous qui le décidons. L'organisme rejette toutes ces molécules. Évidemment, pour que le phénomène puisse se dérouler dans les très bonnes conditions et jusqu'à son terme, qui est celui du retour à la santé, il faut laisser cette maladie s'exprimer. On a oublié justement les conseils de base qui sont de ne pas nourrir, première chose, et quand un enfant est malade, souvent on le nourrit, ne serait-ce qu'avec des choses simples, en disant mais mon petit chéri, prends au moins un yaourt, prends un fruit, prends quelque chose, une petite soupe de légumes, quelque chose, on dira, de relativement léger. En réalité, l'organisme a modifié son comportement biologique, il est en phase d'élimination et ne peut recevoir aucun aliment puisqu'il n'est pas en phase d'assimilation, il est en phase de désassimilation. Et cette fonction de désassimilation permet à l'organisme de s'éliminer. Et vous remarquerez que toute l'énergie de l'organisme est tournée vers l'élimination. On n'a plus faim, on n'a plus envie de bouger, on n'a plus envie de penser, on a plutôt envie de se reposer, voire dormir. En réalité, cette situation est la même que les animaux utilisent pour s'auto-guérir. C'est la même chose. Nous sommes programmés de la même façon. Et cette situation-là va durer 2 jours, 3 jours, 4 jours peut-être, jusqu'à ce que la totalité des molécules qui perturbent le fonctionnement des cellules soient éliminées. Et le germe microbien, qui est à l'extérieur de l'organisme, au niveau des muqueuses, va se trouver à un moment dans la condition suivante, il n'aura plus d'éléments nutritifs pour pouvoir survivre. Autrement dit, lorsque tous les déchets seront éliminés, le micro-organisme disparaît puisqu'il n'a plus de table d'hôte pour trouver une situation favorable. Donc, il disparaît de lui-même. Évidemment, ce que je dis a l'impression d'être tout à fait presque choquant dans la mesure où on dit « mais c'est pas possible ». Et pourtant, c'est la réalité. Le problème est le suivant, c'est que si ces maladies infantiles qui sont autoguérisseuses sont soignées médicalement par la médecine classique, la médecine allopathique maintenant, avec des antibiotiques, des antipyriques, des anti-inflammatoires,
eh bien, le phénomène d'épuration ne se fait pas. Et comme il ne se fait pas, l'organisme, alors que le sujet se sent mieux parce que les symptômes ont été éliminés, l'organisme va essayer, un peu plus tard, dans quelques mois, de renforcer l'élimination. Et nous aurons ce qu'on appelle une récidive, soit l'élimination est au même niveau de la peau ou des voies respiratoires, c'est la même maladie qui revient, ou bien le corps change de voie d'élimination et ce qui était au niveau de la peau, par exemple, peut peut-être arriver au niveau des voies respiratoires. Évidemment, comme le diagnostic est différent, puisque la symptomatologie n'est plus la même, le protocole allopathique, puisque la médecine qui va nous prendre en charge, va utiliser d'autres médicaments pour enrayer l'élimination. Évidemment, en même temps, on enraye l'élimination par les anti-inflammatoires, les antipyriques, il faut mettre un antibiotique. Pourquoi? Parce que le virus ou le microbe, la bactérie, continue à vivre et à se développer. Et à un moment donné, que se passe-t-il? Plus ces manifestations de maladies infantiles évoluent dans le temps, plus la masse de déchets augmente. Et à un moment donné, cette masse de déchets va se localiser sur une fonction, la fonction respiratoire, la fonction pancréatique, la fonction cardiaque, vasculaire, etc. Et on va avoir apparaître la vraie maladie, qui est cette fois l'affaiblissement même de l'organe qui détermine la fonction. Et là, nous sommes dans une maladie qu'il faut absolument soulager parce que le corps n'a plus de solution. Autrement dit, je dis et je pense que le fait de traiter les maladies infantiles, qui sont des maladies autoguérisseuses, favorise largement ce qu'on appelle les maladies chroniques et les maladies, les affections de longue durée, les fameuses ALD de longue durée. Et envers les maladies chroniques et les maladies de longue durée, eh bien, on a besoin absolument là de la médecine allopathique, des médicaments pour pallier les insuffisances fonctionnelles. Autrement dit, en soignant les maladies infantiles qui sont autoguérisseuses, on favorise les vraies maladies pour lesquelles le corps n'a plus de solution. Et là, il faut une aide extérieure pour nous permettre de vivre dans les meilleures conditions. Ça s'appelle la iatrogénie, c'est-à-dire des maladies qui sont la conséquence d'une médecine qui est mal pensée. Iatros, ça veut dire médecin. Donc, c'est le médecin qui, normalement, a la connaissance du fonctionnement du corps humain. C'est donc lui qui doit agir. Malheureusement, la médecine moderne, celle que nous connaissons, la médecine allopathique moderne, est une médecine qui a occulté ce phénomène-là. Et elle pense que toutes les maladies doivent être traitées de la même façon. En réalité, c'est pour ça qu'il faut faire une distinction entre traiter la maladie qui n'aboutit jamais à la santé et traiter le malade qui, lui, a le moyen de retrouver sa propre santé. Autrement dit, la santé n'appartient pas aux hommes, elle n'appartient pas à la médecine, elle n'appartient pas à la science, elle appartient à nous-mêmes parce que nous avons cette programmation en nous et cette programmation, elle est là depuis que les premiers humanoïdes sont apparus il y a 3 milliards d'années. Et si nous sommes, comme je dis, si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est pas grâce à la science, c'est pas grâce à la médecine, c'est grâce à un système autonome qui nous a permis de rester en vie jusqu'à maintenant. Elle appartient donc à la nature, mais on pourra vous objecter que quand même on a une espérance de vie qui est de plus en plus importante grâce aux vaccinations, grâce à la médecine traditionnelle. Oui, c'est ça, c'est le discours effectivement que nous entendons régulièrement, sauf que j'ai beaucoup voyagé dans le monde et j'ai vu des peuples qui ont des personnes très âgées, qui n'ont jamais connu aucun vaccin, qui n'ont jamais connu aucun médicament et qui sont bien vivants et qui ont en plus une vieillesse qui se termine dans de bonnes conditions, avec des sens qui sont à peine affaiblis, un mental qui reste dans de bonnes conditions, un physique qui sont pratiquement autonomes jusqu'à la fin de leur vie, alors que pour nous, effectivement, cette médecine allopathique est trompeuse, car elle nous permet, en compensant les handicaps, vous avez un diabète, par exemple, une personne a un diabète. Ce diabète-là, s'il n'est pas compensé par une médication, par un extrait qui permet de compenser l'insuffisance du pancréas, on ne peut pas vivre. Donc, elle va nous permettre d'avoir une longévité plus grande. Si vous avez votre Louis qui est devenu insuffisant pour vous guider dans la nature, on peut mettre une prothèse. Vous avez une hanche qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, qui est invalidante et qui vous handicape, on peut mettre une prothèse de hanche. Autrement dit, cette médecine moderne, avec la science qui lui a permis cela, permet de compenser les incapacités que nous avons. Mais ces incapacités peuvent être mortelles. Autrement dit, cette médecine ne nous donne pas de la vie,
elle ne nous donne pas de la santé, elle nous donne de la survie. Et effectivement, on peut vivre beaucoup plus longtemps avec la médecine moderne en palliant les handicaps. Ce qui, dans le passé, était impossible. On n'avait pas les moyens. Écoutez, faire une greffe de cœur il y a 100 ans, c'était inimaginable. Autrement dit, on serait mort du cœur. Actuellement, on peut greffer un cœur et le sujet peut continuer à vivre. Évidemment, sa longévité augmente. Il est bien évident que je ne suis pas contre cette médecine. Je suis tout à fait pour. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que pour les handicaps, la nature ne peut plus rien. Elle ne peut plus rien. Heureusement qu'il y a la science et l'allopathie pour nous permettre cela. Sauf que nous vieillissons avec une santé de plus en plus fragile. C'est cela notre problème. Et on se rend compte que nos fins de vie sont de plus en plus compliquées. Regardez maintenant les maladies qu'on appelle les démences, dont l'Alzheimer est la plus connue. Et dans ces démences, eh bien, il y a des gens qui perdent la faculté intellectuelle, mentale, à partir de 60 ans. Et ils peuvent vivre 10 ans, 15 ans, 20 ans avec un cerveau complètement détérioré. Ils rentreront dans les statistiques de longévité, mais évidemment que c'est problématique, parce que est-ce que ces gens-là ont, je dirais entre guillemets, encore le statut d'humain dans la mesure où ils ne peuvent plus communiquer, ils ne peuvent plus profiter de rien. Donc, la longévité augmente, mais pas grâce à la santé, grâce aux prouesses de la science. Mais je maintiens qu'on peut mourir en bonne santé. On peut arriver à 100 ans à mourir en bonne santé. Mais on se rend compte que pour avoir une vieillesse heureuse et de qualité, il faut déjà que toute la vie, on soit resté en bonne santé. Si les premières maladies infantiles ont été traitées par la médecine allopathique, avec les médicaments que j'ai indiqués tout à l'heure, antipyriques, anti-inflammatoires, antihistaminiques et antibiotiques, ou antiviraux, bien sûr, antibiotiques sur un plan général, eh bien, on empêche le corps de maintenir sa santé et on arrive très vite sur des handicaps de vie qui justifient cette fois cette médecine scientifique. Deuxième partie de cet au-delà du miroir, toujours avec Alain Rousseau, naturopathe, plaidoyer pour la santé, auto-guérison et choix thérapeutiques aux éditions d'Angle. On peut rester un peu sur les enfants, Alain Rousseau, et je vous pose deux questions en une. Pour les otites à répétition dans l'enfance, et la deuxième question, expliquez-nous comment vous traiteriez ou vous traitez les fièvres des enfants. C'est important, c'est bien expliqué dans votre livre. Pour un naturopathe qui s'occupe du malade et non pas de la maladie simplement, évidemment que si le sujet a mal à l'oreille, on sait que c'est une otite, c'est de type inflammation, mais ça pourrait être une sinusite, ça pourrait être une rhinite, ça pourrait être une bronchiolite, ça ne changerait pas grand-chose pour nous finalement, puisque c'est simplement l'endroit où se concentrent les molécules indésirables que les symptômes apparaissent. Mais ça dépend d'un phénomène général qui est le phénomène d'élimination. D'ailleurs, on se rend bien compte qu'avant le diagnostic du médecin, le corps a déjà fait lui-même son propre diagnostic. Il n'a pas augmenté la fièvre par hasard. Il n'a pas produit une congestion quelque part localement par hasard. En même temps que la fièvre est apparue, le sujet était mal, n'avait plus envie, si c'est un enfant, n'avait plus envie de jouer, n'avait plus envie d'aller spécialement à l'école, était grognon, tout un tas de manifestations qui fait que l'enfant, naturellement, a ralenti sa connexion avec son environnement. Pourquoi? Tout simplement pour laisser toutes ces énergies travailler pour l'élimination, c'est-à-dire un retour vers la santé. Ce qui est très important, et ce qu'on ne fait plus maintenant, mais que nos grands-mères sachaient faire, puisqu'il n'y avait pas d'antibiotiques, nos arrière-grand-mères, du moins à l'époque, eh bien, tout simplement, disaient, l'enfant, il faut le mettre au calme, le laisser au repos, première chose, c'est-à-dire réduire les stimulations extérieures pour que son énergie ne soit pas dispensée vers l'environnement, que cette énergie soit regroupée sur lui-même. Ensuite, on faisait quelque chose de très important, on ne le nourrissait pas. Et ensuite, on faisait une autre chose qui est considérée comme un procédé archaïque, barbare, etc. On purgeait l'intestin, ou on faisait un lavement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le système digestif est vide, qu'on n'a rien mis à l'intérieur par abstraction d'aliments, et on a éliminé avec une petite purgation qui pourrait être des sels, des sulfates de soude, des chlorures de magnésium, des choses tout à fait classiques, ou peut-être des plantes, comme un petit peu de bourdaine ou un petit peu de sédé. Et à partir du moment où on a une exonération intestinale, où l'intestin est vide, tout le système immunitaire, et maintenant on le sait, qu'une partie du système immunitaire est localisée sur l'intestin, le système immunitaire est uniquement détourné vers ou
utilisés par le corps pour contrôler et maintenir l'infection microbienne à l'extérieur du corps, même au niveau de l'oreille ou au niveau des voies respiratoires. Donc, si on fait cela, on se rend compte qu'au bout de 2 à 3 jours, la fièvre baisse naturellement, les symptômes baissent naturellement, et au bout de 2, 3 jours, 4 jours, ça dépend du sujet, mais en général, c'est relativement bref, surtout pour un enfant qui a beaucoup d'énergie, la maladie est brève, et le phénomène s'arrête de lui-même. Sauf que si on continue d'alimenter, si on ne met pas l'enfant au repos, si on n'a pas pris la peine de vidanger son intestin, eh bien, c'est tout le contraire qui va se produire. La masse des déchets va augmenter au niveau de l'oreille ou au niveau de la muqueuse. Et à ce moment-là, les bactéries ou les virus qui sont à l'extérieur vont pénétrer doucement vers l'intérieur. Ça, c'est le danger de la maladie infectieuse. Elle entraîne des conséquences graves et elle peut entraîner la mort. Mais si on procède selon les principes que j'ai donnés, le phénomène se déroule naturellement. Alors, vous allez me dire, alors c'est magique ça, il faut le laisser faire. Oui, il faut laisser faire, mais contrôler. Pourquoi contrôler? Parce que, à un moment donné, l'élimination peut être trop importante par rapport à la muqueuse qui la supporte. Et dans ce cas-là, la muqueuse pourrait souffrir. Donc, il faut bien contrôler cela. Et on sait ce qu'on fait en naturopathie, on appelle dériver. C'est-à-dire quand il y a trop de déchets sur une muqueuse, on le déplace sur une autre. Comment ça se fait? En stimulant la fonction qui n'a pas été sollicitée naturellement par l'organisme, par exemple la peau, puisqu'on est au niveau de l'oreille ou des voies respiratoires, ça fait partie de tout l'ensemble des sinus, c'est la sphère ORL, on dérive au niveau de la peau, par exemple des bains chauds, des frictions, des stimulations, etc. Ce qui fait qu'une partie des déchets revient sur la peau et décongestionne la muqueuse en question. Donc, il y a quelque chose de simple à faire, mais que nous avons oublié. Pourquoi nous avons oublié cela? Parce que la médecine moderne est omniprésente partout. Elle donne des informations qui fait que dès qu'il y a une infection, on dit voilà le responsable, c'est le microbe, c'est le virus, etc. Et on se doit de traiter. En réalité, le bon sens faisait qu'à l'époque, eh bien finalement, tout le monde ne mourrait pas d'une rougeole, tout le monde ne mourrait pas d'une bronchiolite, et c'est maintenant que l'on voit cela. Et on dit ces maladies sont mortelles, elles sont surtout devenues mortelles parce que nous ne respectons pas le fonctionnement naturel de l'organisme, qui est celui qui débouche sur ce qu'on appelle l'auto-guérison. Et je rappelle que cette auto-guérison permet de retrouver la santé, et c'est en retrouvant la santé que l'on repousse les maladies chroniques et que l'on repousse encore les affections de longue durée. Ce qui fait qu'on peut jouir en faisant cela d'une santé relativement naturelle qui nous amène à une vieillesse de qualité. Plus nous vaccinerons, plus nous choisirons nous utiliserons d'antibiotiques. Regardez le paracétamol. C'est devenu maintenant quelque chose de totalement banalisé. Vous avez une petite douleur, paracétamol. Vous avez un peu de fièvre, paracétamol. Mais justement, on contrarie en permanence l'effort que fait l'organisme pour nous accorder la santé. Déjà. Donc, on résume donc pour tout le monde, que ce soit les enfants ou les adultes, en cas de maladie, pas chronique, mais maladie aiguë, avec fièvre, faire une diète, boire de l'eau. Alors, oui, et j'ajouterais que le protocole doit être total. On ne fait pas une purgation en donnant à manger. On ne dit pas, ah ben voilà, mon enfant, il a envie de manger ou il a envie de quelque chose, je vais donner un petit quelque chose. C'est rien, c'est de l'eau, d'accord? Ça n'est pas autre chose. À la limite, ça pourrait peut-être être un bouillon de légumes qui est relativement neutre sur le plan nutritif. Surtout, il ne faut rien mettre dans le tube digestif pour ne pas détourner l'énergie qu'on appelle du catabolisme, qui est le fonctionnement qui est lié à l'élimination, au profit de l'assimilation. Il ne faut pas faire cette erreur-là. Mais en même temps, il faut surveiller. Pourquoi il faut surveiller? Parce qu'il peut y avoir toujours une complication. Et attendez, cette médecine qui est liée aux médecines vitalistes, ce sont les médecines vitalistes qui nous ont appris à procéder de cette façon-là, avec succès. Mais rien n'empêche, si un enfant, par exemple, faible naturellement de constitution, sa maladie n'évoluait pas naturellement positivement vers la santé, rien n'empêche d'utiliser les antibiotiques s'il le faut. Nous avons un système d'urgence qui est quand même à notre portée, efficace. Mais ce système d'urgence n'est pas un système qui fait de la santé.
Bon, alors, on résume. Diète, lavement ou purgation. Pour la fièvre, il faut la faire monter. C'est pas la peine de faire donner de Alors, bain froid aux enfants. pardonnez-moi, je n'ai Allez-y. pas dit quand même, parce que tout ne peut pas être dit, mais il faudrait être clair, parce que j'ai peur que le public qui nous écoute se dise, oh ben c'est simple, j'arrête de manger, je fais une petite purgation, et puis tout va rentrer dans l'ordre. Non, il faut aussi se rendre compte que les enfants n'ont pas tous la même quantité d'énergie. Plus l'énergie est forte chez un enfant, plus elle est grande chez un enfant, et c'est lié à la constitution, et c'est lié à sa façon de vivre, plus les manifestations seront importantes. La symptomatologie sera importante, ce qui peut amener une inquiétude. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Si l'enfant maintenant a une petite constitution, ou est fragile, très fatigué, etc., l'ensemble des symptômes sont relativement légers. Et au contraire, on ne s'inquiétera pas. C'est peut-être là qu'il faut s'inquiéter. Pourquoi? Parce que si cette faiblesse constitutionnelle ou acquise est relativement importante, peut-être que si la fièvre ne dépasse pas 38,5 degrés, il faudra peut-être l'aider à monter cette fièvre. Autrement dit, on fera peut-être des bains chauds à l'enfant, on lui mettra des bouillottes chaudes, quelque chose qui l'aide à faire sa fièvre naturelle. Si au contraire, maintenant, les enfants qui ont beaucoup de vitalité ont une fièvre importante, eh bien, il faudra peut-être tempérer cette fièvre. Et nous la tempérons simplement par des refroidissements venant par la périphérie, par des petits enveloppements froids, par un gant de toilette froid qu'on passe sur le corps et on laisse l'eau s'évaporer. Ce qui fait que si la fièvre est à 40, voire au-dessus de 40, on la fait baisser de quelques dixièmes, voire de quelques degrés. Évidemment, dès que l'application froide aura cessé, 1 heure, 2 heures, 3 heures après, si le corps a la nécessité de le faire, il fera remonter sa fièvre. Mais si elle dépasse 40 ou 45 dixièmes, rien n'empêche de refroidir à nouveau. Et on va pouvoir maîtriser le phénomène, soit en maintenant une fièvre correcte pour un enfant qui aurait peu de vitalité, soit en tempérant cette fièvre pour un enfant qui aurait beaucoup de vitalité par du froid. Et on laisse le phénomène se dérouler jusqu'à la guérison complète. Et la guérison complète pour un enfant, ça demande quelques jours seulement. C'est pas très compliqué. Simplement, il faut que les parents soient présents. Et quand papa et maman travaillent, eh bien, ça devient compliqué. Et pour ne pas pouvoir appliquer cette méthode que je dis, eh bien, on préfère donner des antibiotiques, des antipyriques pour tout de suite soulager l'enfant pour qu'il puisse éventuellement aller à l'école. Mais ça, c'est à l'encontre de la santé. C'est peut-être pratique dans notre vie moderne, mais c'est un grave inconvénient pour la suite de l'individu. Oui, c'est un peu ça. A été votre discours me fait penser un peu au discours du gouvernement qui disait restez chez vous, n'allez pas chez le médecin, prenez juste du paracétamol pour la crise du Covid. C'est pas le même discours quand même. Non, c'est pas le même discours, parce que en prenant du paracétamol, alors d'ailleurs, il y a quelque chose qui est terrible, dès que le paracétamol est dans toutes les pharmacies familiales maintenant de France, que ce soit pour les enfants ou les adultes, dès que quelque chose ne va pas, on prend du paracétamol. Peut-être pas vous, peut-être pas moi, parce que on est peut-être un esprit un petit peu ouvert et éclairé de façon différente, mais le paracétamol est partout. Et vous savez ce qu'on fait, par exemple, vous allez à l'aéroport, on prend votre fièvre. Mais dès que les gens ont un malaise quelconque, un peu de fièvre, ne se sentent pas bien, ils prennent du paracétamol pour couper la fièvre. Et on fait un test de température pour savoir si vous êtes positif ou pas. Mais c'est complètement aberrant, cette chose-là. Est-ce qu'on demande, avant de faire le test de température, si vous avez pris du paracétamol? Personne ne pose la question. Personne. Écoutez, j'ai pris l'avion, on m'a fait des tests de température au front, sur les poignets, etc. Personne ne m'a demandé si je prenais du paracétamol pour avoir éradiqué la fièvre potentielle que je pouvais avoir. Personne. Mais c'est ridicule, ce genre de choses. On est toujours en contradiction. Moi, j'aime bien l'aspirine qui a une très mauvaise presse. La mauvaise presse depuis que le paracétamol est apparu. Ouais. Tiens, quelle bonne blague. Mais ça joue de la même façon, que ce soit aspirine ou que ce soit paracétamol, mais je pense que, alors je ne vais pas dire que l'un est meilleur que l'autre, mais le paracétamol, écoutez, avant, je me souviens quand j'étais jeune, ma mère avait mal aux dents. Elle prenait de l'aspirine. Ok, c'était le médicament classique. Ça l'a soulagé apparemment, donc c'était bien. L'aspirine maintenant est devenue grave. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires, on met de l'aspirine, et quand on donne de l'aspirine, eh bien, il peut y avoir des ruptures de vaisseaux, etc., des hémorragies internes. Enfin bon, on a trouvé des bonnes explications. L'aspirine est toujours vendue d'ailleurs en pharmacie, hein, et a une bonne place d'ailleurs dans les ventes. Mais ça a été remplacé par le paracétamol qui n'a pas ces inconvénients. Sauf qu'on sait que le paracétamol intoxique les cellules hépatiques. Et c'est grave de ce côté-là. Peut-être que même ça a peut-être des conséquences encore plus graves. Mais qu'est-ce que vous voulez?
Il y a, je ne sais pas combien de médicaments qui contiennent du paracétamol. Tous les laboratoires ont fabriqué des médicaments à base de paracétamol. C'est la molécule, je dirais, entre guillemets, à la mode. Mais ce n'est pas parce qu'elle est à la mode et que tout le monde en prend que c'est bien pour autant. On dit que l'aspirine a aussi un rôle anti-inflammatoire que n'a pas le paracétamol. C'est vrai que ça joue un peu plus sur ce plan-là. Vous avez raison. Mais sur le plan des douleurs, sur le plan de la fièvre, le paracétamol est efficace. On va justement rester sur la douleur. Vous écrivez que les avantages doivent être rapides, efficaces, car nous ne concevons plus de souffrir ni d'être pénalisés dans nos activités. La douleur, symptôme presque systématiquement considéré comme injuste au même titre que la maladie d'ailleurs, fait partie des méfaits et doit être neutralisée. Les gens ne veulent plus souffrir. C'est exact. Les gens ne peuvent plus souffrir. Pourquoi? Parce que nous avons perdu ce bon sens qui veut, comme je l'explique, que notre corps a la solution la plupart du temps pour régler nos problèmes de dysfonctionnement. Et cela, nous avons oublié. Pourquoi? Parce que notre connaissance, notre formation intellectuelle à propos de la maladie est dominée par la pensée allopathique qui nous a dit, écoutez, vous n'êtes pas malade en vous-même, c'est parce que vous avez attrapé froid, parce que vous avez une infection, parce que vous n'avez pas de chance quelquefois, parce que c'est héréditaire, parce que, etc. Autrement dit, on a toujours l'impression que nos misères viennent de l'extérieur. En réalité, ils viennent de nous-mêmes. Et s'ils viennent de nous-mêmes, c'est que nous avons aussi la faculté de pouvoir les traiter par nous-mêmes. Et je le disais tout à l'heure, nous avons quand même un cerveau qui est fait pour cela. Ça s'appelle le cerveau végétatif. C'est lui qui gère le fonctionnement du corps. Il le gère d'une façon optimale pour que nous soyons les plus performants sur le plan de nos activités, qu'elles soient physiques ou mentales, et en même temps, c'est cet organisme qui nous permet de vivre dans les meilleures conditions. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas impensable de mourir en bonne santé. C'est la logique des choses, mourir en bonne santé. C'est-à-dire que quand on a épuisé notre longévité qui est programmée à notre naissance, qui dépend de l'héritage de nos parents, on peut être programmé pour vivre 80 ans, 90 ans, 100 ans, 110 ans. On a cette programmation. Actuellement, peu de gens y vont avec la santé. Ils y arrivent parfois avec la médecine qui les aide à pallier les insuffisances, qui fait que si cette médecine n'était pas aujourd'hui présente, ils seraient déjà morts. Vous dites que nous sommes de mieux en mieux soignés, mais de plus en plus malades. On a même inventé une expression pour évoquer les nouvelles pathologies, les maladies de civilisation, comme l'obésité, le diabète, l'hypertension, l'artériosclérose, etc. Moi, j'ai été complètement sidérée par le monde qu'il y a dans les pharmacies, à la queue tout le temps. Et le monde, si vous allez chez un médecin, c'est pareil. D'abord, c'est très difficile d'en avoir un, et ensuite, il y a des listes d'attente et on attend longtemps. C'est la même chose chez les radiologues. On a l'impression que c'est depuis, enfin, je ne sais pas depuis combien d'années, mais que c'est vraiment un domaine où on va, au même titre que le supermarché. Oui, et ça ne pourra qu'empirer et ça ne pourra que de se développer. Pourquoi? Parce que rien n'est fait. La médecine n'est pas basée sur la base de la santé, elle est basée sur le traitement des maladies. Et je vous ai expliqué que quand on traite une maladie, on recrée de nouvelles maladies encore plus graves. Ce qui fait qu'on voit bien que dans la population humaine, plus on avance dans l'âge, plus on a des difficultés fonctionnelles, plus on ajoute un médicament. Et plus les personnes sont âgées, plus elles ont de médicaments. Et quelquefois, ça peut aller jusqu'à 5, 6, 7, 8, 10 médicaments qui sont pris consécutivement. Et on se rend compte qu'on vit une crise incroyable en ce moment, qui est cette pandémie liée au coronavirus. Et on se rend compte que les morts arrivent surtout chez ceux qui ont des comorbidités. Qu'est-ce que c'est qu'une comorbidité? Le sujet est malade, mais sa maladie est compensée et maîtrisée par un médicament. Autrement dit, toutes les personnes qui prennent un médicament en continu, j'entends bien, hein, pas occasionnellement, mais en continu, pour le cœur, pour la circulation, pour la mémoire, pour le système nerveux, pour les anti-inflammatoires, cause des douleurs, etc. Toutes ces personnes sont en situation de comorbidité. Ça veut dire qu'elles sont déjà en souffrance, et si elles sont en souffrance, même si elles vivent mieux ou d'une façon relativement normale avec le médicament, elles sont fragilisées. Et le coronavirus, remarquez bien, s'attaque en priorité à ces gens-là. Mais je ne sais pas quelle est la proportion de la population qui prend des médicaments à partir de 50 ans en continu,
Mais tous ces gens-là sont fragilisés. C'est pas le coronavirus qui est en cause, c'est leur faiblesse organique. Et cette faiblesse organique, elle a été malheureusement déclenchée par la mauvaise interprétation des maladies infantiles qui nous restituent la santé. Donc, autrement dit, plus nous sommes vaccinés enfants, et actuellement, il y a quand même 11 vaccinations qui sont obligatoires entre 0 et 2 ans, et qui évitent aux enfants ces maladies infectieuses, depuis la rougeole, la varicelle, la scarlatine, etc., eh bien, ces enfants-là, on va les précipiter vers la chronicité. Et quand ces maladies chroniques vont apparaître, eh bien, elles vont être obligatoirement compensées par des médicaments. C'est pour ça que nous sommes de plus en plus soignés, de mieux en mieux soignés, parce que chaque fois, il y a une prise en charge médicale, mais nous sommes de plus en plus malades. Alors, évidemment, on dit aussi autre chose. Avant, on mourait d'infections, on mourait de choses comme ça, ce qui était vrai, chez les enfants en particulier. Mais maintenant, on a supprimé ces maladies par la médecine, en prenant des médicaments, des antibiotiques, etc., mais on favorise les maladies chroniques et les maladies lésionnelles pour lesquelles la médecine est indispensable, parce que sinon, ces handicaps de vie nous feraient mourir. Grâce à la science, on peut continuer à vivre. Donc, nous vivons de plus longtemps dans de plus mauvaises conditions sur le plan sanitaire. Alors, vous écrivez aussi que les médecins sont pris en tenaille entre les laboratoires qui mettent à leur disposition des produits censés être les plus performants, les plus sûrs, et le malade qui craint de mourir exigeant un traitement efficace pour enrayer au plus vite sa maladie. Donc, c'est vrai que si vous allez chez le médecin et qu'il ne vous fait pas une ordonnance avec un médicament, vous pensez que vous n'allez pas vous en sortir. Par contre, les erreurs de prescription représentent 4 à 5%, ce qui, en faisant une moyenne des rares statistiques disponibles, donne le chiffre de 150 000 à 200 000 personnes admises à l'hôpital pour iatrogénie, comme vous disiez tout à l'heure, entraînant entre 10 000 et 20 000 décès annuels en France. Alors, ce n'est pas spécifique à la France, hein. C'est spécifique à pratiquement tous les pays européens et les pays américains, mais c'est la conséquence même de cette médecine. Mais quand je parle de cette iatrogénie, qui est la prescription d'un médicament non adapté, d'accord, ça, c'est pas très grave encore. Ce qui est plus grave, c'est ce que je citais tout à l'heure, parce que l'erreur est humaine et on ne pourra pas la supprimer. Et dans le fonctionnement organique d'un individu, tout est assez complexe et on peut passer à côté de quelque chose. Mais ça, je ne critique pas ce genre de choses, bien qu'il faut être le plus performant possible quand on est un thérapeute et éviter de faire des erreurs. Mais l'erreur est toujours possible. Je ne la justifie pas, mais je ne veux pas la condamner systématiquement parce que nous sommes des humains. Mais par contre, la vraie iatrogénie, c'est celle que j'indiquais tout à l'heure, à savoir qu'en supprimant les maladies infantiles par la vaccination, les antibiotiques, etc., lorsqu'elle avait été déclarée, nous précipitons le sujet vers des maladies chroniques et lésionnelles. Et on sait que dans ce cas de chronicité et de lésion totale, il faudra donner des médicaments. C'est une obligation parce qu'on ne peut plus vivre sans ces médicaments parce qu'ils pallient nos insuffisances. Ça, c'est la vraie iatrogénie. Vous voyez ? Donc, je pense qu'il va falloir absolument réfléchir et si les malades demandent des médicaments, c'est parce que leur formation intellectuelle est une connaissance de la maladie, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que la maladie a toujours une cause extérieure, alors que la maladie dépend de leur propre responsabilité. Mais ça, on ne le dit pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas contraindre le citoyen à je sais pas moi, se priver d'aller faire la fête, se priver ou s'obliger de faire du sport, s'obliger à manger correctement, etc. On ne veut pas entendre parler de cela. On dit, ne vous inquiétez pas, c'est pas de votre faute. En réalité, la santé est une affaire individuelle. Il n'y a que nous-mêmes qui puissions nous maintenir en bonne santé. Personne d'autre ne peut le faire. Et à ce titre-là, pourquoi ? Parce que nous devons, pour cela, il faut que nous apprenions à respecter les besoins de nos organismes. Nos organismes ont des besoins précis. Ce sont les mêmes besoins qui existent dans la nature, c'est valable pour tous les êtres de cette planète. Sauf que nous ne respectons pas ce que nous appelons les impératifs biologiques, ce qui nous permet de rester en bonne santé et d'être des gens efficaces, compétents, sains, ayant une longévité de qualité, une vieillesse heureuse et une mort douce et naturelle qui fait qu'on ferme les yeux, on s'endort et c'est fini. On sait qu'on ne reviendra pas. Mais ça, on l'a totalement occulté. Donc, si moi je suis malade et que je n'ai pas cette information,
Je cours chez mon médecin en me disant, docteur, qu'est-ce qui m'arrive? Aidez-moi, sauvez-moi, etc. Et on met tout un système en activité qui va du médicament à l'hospitalisation et voir les greffes éventuellement pour compenser les organes qui ne peuvent plus fonctionner. Troisième, dernière partie de cette Au-delà du miroir, toujours avec Alain Rousseau, plaidoyer pour la santé, auto-guérison et choix thérapeutiques aux éditions d'Angle. C'est facile de dire qu'il faudrait prendre moins de médicaments, mais regardez, en France, près de 100 000 personnes travaillent dans l'industrie du médicament pour un chiffre d'affaires hors taxe de 54 milliards d'euros, dont 47% proviennent de l'exportation. Ainsi, les entreprises du médicament sont le quatrième plus gros contributeur à la balance commerciale française pour environ 6 milliards d'euros moyenne approximative sur les 5 dernières années. C'est quand même une industrie. Eh bien, écoutez, le problème, c'est que dans un système capitaliste que nous vivons sur le plan planétaire, eh bien, seule la maladie rapporte. La santé ne rapporte rien du tout. C'est une affaire individuelle. Évidemment, comme c'est une affaire individuelle, eh bien, on n'a pas besoin d'aide extérieure. Et dans ce cas-là, on ne fait pas fonctionner toute l'industrie du médicament. Et quand je dis industrie du médicament, je ne voudrais pas la limiter simplement aux pathologies humaines. Je voudrais aussi parler des pathologies qui touchent les animaux et les pathologies qui touchent les plantes. Alors, ça s'appelle les produits vétérinaires, ça s'appelle les produits phytosanitaires. Ce sont les mêmes molécules qui sont utilisées pour traiter les maladies parasitaires, les maladies infectieuses, etc., etc. Donc, cette consommation de molécules chimiques est une industrie phénoménale dans le monde qui rapporte des sommes d'argent effrayantes. C'est une manne impensable et je me demande si l'économie capitaliste a intérêt à écouter nos discours, c'est-à-dire à faire de la santé, puisque ça détruit le système capitaliste. En même temps que l'on devient sain, on a l'esprit beaucoup plus clair. Autrement dit, on a envie de réfléchir par soi-même. Et on sait très bien que quand le corps va mal, le mental va mal. Ce qui fait que si nous gagnons en santé, nous allons gagner en lucidité. Et si on gagne en lucidité, on va découvrir ce système monstrueux qui est en train de nous broyer dans un système de rentabilité. Et à ce titre-là, je pense qu'il va falloir aussi réfléchir parce que faire de la santé, ça veut dire mettre en cause le système économique dans lequel nous vivons. C'est pour cela que ce n'est pas facile de parler santé. Et vous avez compris que ce sont des millions et des millions de personnes qui vivent de l'industrie du médicament. Mais aussi, il ne faut pas oublier la technologie qu'utilisent les hôpitaux, les scanners, les interventions chirurgicales, tout cela fait travailler beaucoup, beaucoup de monde. Imaginons que tout le monde, tous les individus, tous les humains soient en bonne santé. C'est une catastrophe pour l'économie. Quand je dis catastrophe, ça veut dire que le système ne peut plus fonctionner. Donc, si nous voulons retrouver la santé, il faut que nous soyons très progressifs. Il faut que les choses se fassent en douceur. On ne peut pas brutalement arrêter de dire vous ne prendrez plus de médicaments. Ça va être une hécatombe pire que la pandémie actuelle que nous vivons. Une maxime asiatique dit « Un médecin qui guérit un malade sur 2 n'est pas un bon médecin. La nature en fait autant. Un médecin qui guérit 100% des malades n'est pas un médecin, c'est un dieu. Un médecin qui guérit 75% des malades est un très bon médecin. » Est-ce qu'on a encore le choix pour se soigner, Alain Rousseau? Oui, on a tout à fait le choix. On a tout à fait le choix. Ce qu'il faut, c'est avoir la connaissance du fonctionnement de son organisme. Tant que vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas agir par vous-même. On est dépendant de quelqu'un de l'extérieur qui est censé avoir la connaissance. Sauf que cette connaissance de la médecine allopathique est faite pour de l'urgence et non pas faite pour de la santé. Et c'est là où la confusion est terrible. Il y a une deuxième chose qui est hyper importante, c'est que tout notre corps, nos cellules reçoivent les nutriments, elles produisent des déchets dans leur activité. Ces déchets doivent être éliminés. Qu'est-ce qui respecte actuellement ces éliminations? On ne peut se nourrir qu'en fonction de ce qui a été éliminé. Car quand nous sommes adultes, nous perdons de la matière usée que nous rejetons par la peau, l'intestin, etc. C'est normal, ce sont nos cellules mortes qui sont renouvelées et tout ça doit être éliminé. Si l'élimination n'est pas contrôlée et si elle n'est pas suffisante, les molécules indésirables s'accumulent dans le corps. Et quand elles s'accumulent, il y a deux solutions. La première, c'est que le sujet est jeune, il a de l'énergie, il va les rejeter, ça s'appelle une maladie infantile auto-guérisseuse. C'est la programmation dont j'ai parlé. Et la deuxième, c'est que si ces molécules ne sont pas éliminées spontanément par l'organisme, elles se déposent dans les tissus, entraînant
une usure des organes ou une incapacité à fonctionner correctement. Donc, nos éliminations sont très importantes. Qui parle d'élimination? S'il faut éliminer, buvez pour éliminer. Attendez, buvez pour éliminer, c'est une idiotie, ça. Évidemment qu'il faut de l'eau pour éliminer, mais il faut aussi de l'eau pour s'alimenter. La même eau qui est nécessaire pour introduire les aliments est la même qui est utilisée pour éliminer les résidus alimentaires et les résidus de l'activité cellulaire. Et puis, il y a un troisième phénomène qui est important, dont personne ne parle, c'est l'énergie. Et cette énergie que nous disposons, c'est stocké dans le système nerveux et les glandes endocrines, et c'est cette énergie qui fait fonctionner l'organisme. On s'en rend compte quand on vient, des fois, quand on vient de manger et qu'on est complètement fatigué, qu'on n'a qu'une envie, c'est d'aller se reposer. Qu'est-ce que vous pensez de la sieste? Le problème est le suivant. On a une quantité d'énergie qui nous est donnée, qui nous est accordée le matin après une bonne nuit de sommeil. Quand on a cette énergie-là, cette énergie peut alimenter la fonction digestive, la fonction psychique, la fonction physique, se déplacer, etc. Mais quand on n'a pas beaucoup d'énergie, eh bien, vous dites après un repas, on n'est pas efficace, eh bien, c'est toute l'énergie disponible est utilisée pour la digestion. Évidemment, si elle est utilisée pour la digestion, nous avons moins pour penser, nous avons moins pour nous activer, etc. Donc, ça veut dire aussi que le corps ne peut pas fonctionner sur tous les plans en même temps. On est obligé d'avoir une dominante d'activité et quand cette activité est importante, il faut réduire les autres. Ces énergies, c'est très important. Et tout à l'heure, j'évoquais la situation où les sujets ont peu d'énergie. Et quand on a peu d'énergie, on ne peut plus faire de maladies autoguérisseuses. C'est impossible, car cette maladie auto-guérisseuse ne dépend que de l'énergie. C'est pour ça qu'il n'y a pratiquement que les enfants et les jeunes, les personnes jeunes, qui peuvent faire des maladies autoguérisseuses. À partir d'un certain âge, on n'a plus l'énergie. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission? Pour terminer, écoutez, je pourrais prendre la pandémie comme exemple, parce que cette pandémie devrait actuellement nous interroger sur notre santé et non pas sur les moyens pour éviter la mortalité et la saturation des hôpitaux et aussi les décès des personnes âgées, décès précipités des personnes âgées. On voit aussi que tous les décès sont liés aux comorbidités, autrement dit aux gens en mauvaise santé. Sauf que ceux qui prennent des médicaments ne disent pas qu'ils sont en mauvaise santé, puisque leurs symptômes sont compensés par des médicaments. Donc, ils se trouvent dans une situation où ils disent « mais moi, je n'ai pas de problème, sauf que je prends mes médicaments ». Et ces gens-là qui prennent des médicaments sont déjà en état de dysfonctionnement organique. Évidemment que le coronavirus, qui va demander une réaction supplémentaire de l'organisme pour lutter contre l'infection, fait qu'ils n'ont plus les moyens de lutter et dans ce cas-là, ils se retrouvent à l'hôpital. La pandémie actuelle devrait nous faire réfléchir sur notre état de santé, puisque tous les sujets qui sont atteints de comorbidité sont beaucoup plus fragilisés envers l'infection. Et on se rend compte que la plupart des décès liés au coronavirus, qui arrivent malheureusement chez une population de personnes âgées, sont des gens qui sont sous traitements médicaux. Et s'ils ont sous traitements médicaux, ça veut dire déjà qu'ils ont des insuffisances fonctionnelles. Évidemment, avec l'infection, le phénomène peut être dramatique. Donc, et on voit bien que plus les gens prennent de médicaments, plus ils deviennent fragiles. Donc, ces médicaments, et c'est ma critique de base, ces médicaments sont devenus indispensables parce qu'on n'a pas entretenu la santé. Avoir une difficulté de vie à 80 ans, ce n'est pas un vrai problème, parce que la médecine peut aider. Mais quand on a une difficulté de vie à 20 ans et qu'on commence à être soigné, ça veut dire qu'à 30 ans, il y aura d'autres médicaments, à 40 ans, d'autres médicaments, puis à nouveau, etc. Et à la limite, on va mourir soigné, mais on mourra des médicaments et non plus de la maladie. Donc, il ne faut pas oublier que les médicaments ne sont pas anodins. Ils doivent être utilisés exceptionnellement en urgence sur des temps le plus courts possible, mais un traitement à long terme est un traitement qui empoisonne l'organisme. Et cela, il faut être extrêmement clair à ce niveau-là. Les médicaments n'ont jamais détruit la maladie. On a le droit de faire ce que l'on veut, mais nous sommes responsables. Et si nous ne respectons pas les lois biologiques, on n'a pas le droit de se plaindre. Vous comprenez? On en paye les conséquences. On ne va pas se plaindre, on va souhaiter à tous les auditeurs et auditrices une bonne année 2022. Je répète le nom de cet auteur, de ce naturopathe Alain Rousseau, avec un X à la fin, tout simplement EAUX, Plaidoyer pour la santé, autoguérison et choix thérapeutiques aux éditions d'Angle. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup Alain Rousseau. Je vous en prie.
Au revoir. Merci. IDFM 98 de la bande FM Au-delà du miroir, chaque lundi de 21h à 22h, à retrouver sur le site de la radio IDFM ou sur ma chaîne YouTube Joël Vérin.